BFM Business et Challenge présentent l'entretien HEC. Edwige Chevrillon et Vincent Beaufils. Bienvenue dans cette nouvelle émission, l'entretien d'HEC, en collaboration avec Challenge et bien sûr avec HEC. On est ensemble pendant 1 heure avec un grand invité et puis Vincent Beaufils, directeur de la rédaction de Challenge, qui a animé pendant 15 ans les matins d'HEC. Bonjour Vincent. Bonjour Edwige et puis merci, bienvenue à ce nouveau format. Les matins HEC, c'est fini, on est maintenant tout au long de la journée, on va profiter effectivement du fait qu'on est en digital, qu'on va pouvoir être parfois en direct, parfois en replay et on a un potentiel formidable grâce à cela et c'est pas notre invité qui va nous démentir puisque Élie Girard, vous êtes le patron d'Atos et vous êtes un des champions français de la transformation par le digital, une entreprise qu'on a dans des dizaines de pays, plus de 100 000 salariés, plus de 11 milliards de chiffre d'affaires et vous allez être notre premier invité. Merci et bonjour Élie Girard, bonjour. Merci d'avoir accepté d'essuyer les plâtres et puis de passer et de repasser l'entretien à l'HEC, parce qu'on va quand même expliquer que l'entretien à l'HEC, quand on passe le concours, c'est un moment assez difficile, donc j'espère que ça ne sera pas trop difficile pour vous. Plusieurs séquences, tout de suite, la première, question d'actualité. Eh bien, cher Élie Girard, on vit en fait les derniers jours de négociation du Brexit. Et le Brexit, c'est quelque chose que vous devez regarder avec attention parce que je crois qu'Atos fait presque autant de chiffre d'affaires en Grande-Bretagne qu'en France. Est-ce que pour vous, c'est une source d'inquiétude ? Je ne dis pas simplement en termes d'évolution du business, mais aussi en termes de rétrécissement des mentalités. Sur le business, pour nous, c'est une question moins prégnante que dans d'autres secteurs parce qu'on est dans un métier de service. Et donc, pour l'essentiel, nos contrats, nos grands clients sont servis en France par des salariés français, en Allemagne par des salariés allemands et au Royaume-Uni par des salariés anglais. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle du local for local. Donc ça a relativement peu d'incidence. Ce qui a un petit peu plus d'incidence, c'est le cas pour beaucoup de grands groupes, c'est aussi la variation des monnaies en fonction des perspectives géopolitiques, d'issue ou pas de deal, dans les jours qui viennent. Ça peut avoir effectivement un impact. Mais sur le business lui-même, je pense qu'on est l'un des secteurs qui a le moins d'impact. Atos, c'est une ESM, une entreprise de services numériques. Vous avez succédé à Thierry Breton. Thierry Breton qui, cette semaine, donne une feuille de route pour lutter contre les GAFAM. L'Europe est en train de se doter de mesures assez coercitives. Est-ce que vous pensez que c'est nécessaire de réguler les GAFA ? Est-ce que c'est illusoire ? Est-ce que surtout, vous pensez qu'on a les moyens de le faire ? Oui, je pense que... D'abord, je pense que je n'ai pas entendu, en tout cas, de la part de la Commission, une volonté de lutter contre les GAFAM. Oui, il y a des sanctions à la clé, quoi. Donc, bon. Oui, mais oui. Pour tout le monde. Ce qui m'a paru intéressant, et c'est un changement d'approche assez radical de la Commission depuis un certain nombre d'années, c'est le fait de parler de règles au sein de l'Europe qui correspondent aux valeurs des Européens, des citoyens, des entreprises européennes. On établit un certain nombre de règles, de politiques, et ensuite, à chacun, s'il souhaite opérer en Europe, qu'il soit un acteur européen, américain ou de n'importe quelle région du monde, de respecter ces règles. Dès lors qu'ils viennent en Europe, ils doivent respecter ces règles-là. Mais est-ce qu'ils le font ? Non. Les règles ne sont pas encore établies, donc on va voir exactement quelles sont ces règles que la Commission veut établir. Mais si je prends un exemple, qui est une initiative qui s'appelle Gaia X, qui est allée dans ce sens-là, qui est une initiative initialement d'acteurs privés, dans le domaine du cloud. Qu'est-ce qu'on veut en Europe ? Qu'est-ce que les entreprises veulent en Europe ? Elles veulent que leurs data, leurs données, puissent, par exemple, c'est un exemple, passer d'un cloud à un autre, qu'il n'y ait pas de barrière. C'est la portabilité de leurs données, comme on a eu la portabilité des numéros de mobile il y a longtemps, la portabilité de leurs données. C'est quelque chose qu'on doit garantir. Ensuite, chacun qui veut opérer dans le cloud en Europe, d'où qu'il vienne, doit s'assurer que les données soient portables, soient interopérables. Voilà un exemple de règles très simples que chacun doit respecter d'où qu'il vienne.
Vous avez, on vient de célébrer le 5e anniversaire des accords de Paris. Je ne sais pas si vous avez suivi la Convention citoyenne avec Emmanuel Macron. Est-ce que vous avez des objectifs extrêmement ambitieux d'atteindre zéro émission nette d'ici 2035? L'objectif, normalement, c'est 2050. Tout à fait. On va en reparler dans le détail un peu plus tard. Mais est-ce que lorsqu'on voit l'empreinte carbone d'un mail, d'un ordinateur, d'un supercalculateur, est-ce que c'est faisable? C'est tout à fait faisable, sinon on a pris des objectifs avec un plan derrière, ce n'était pas simplement des objectifs en l'air. C'est tout à fait faisable. Pour l'ensemble de l'industrie, je veux dire, vous pensez? Pour l'ensemble de l'industrie, c'est tout à fait faisable, mais il faut travailler. Je me permets de rappeler que le net zéro dont vous parlez, pour lequel on a pris un objectif, nous, à 2035, c'est-à-dire 15 ans avant les objectifs de Paris, 2050 des objectifs de Paris, et sur l'ensemble de ce qu'on appelle les 3 scopes, sans entrer dans le détail, c'est à la fois sur le périmètre d'Atos, mais aussi en amont et en aval de la chaîne de valeur, comme on dit, c'est-à-dire du côté de nos clients et du côté de nos fournisseurs. C'est extrêmement important parce que ça permet vraiment d'avoir une conception holistique des efforts qu'on fait. C'est tout à fait possible dans notre domaine, très rapidement. Il y a tout ce qui concerne le hardware. Nous n'en fabriquons qu'une petite partie. Sur le reste, on met beaucoup de pression aussi sur nos fournisseurs. Il y a le software, la qualité du code informatique. Il y a aussi les architectures. Donc, on peut travailler dans tous les domaines pour réduire cette empreinte carbone. C'est parfaitement possible. Mais Élie Gérard, est-ce que ce n'est pas plus facile dans vos métiers? Parce qu'on voit, on a fait il y a un mois un grand classement des champions du climat. Et on voyait qu'effectivement, toutes les entreprises numériques comme le vôtre ou de services étaient plutôt bien classées. Vous étiez d'ailleurs 8e avec à peu près 13% de réduction chaque année de votre empreinte carbone. Mais quand on essaye de se transposer avec des entreprises industrielles, ça a l'air autrement plus difficile. Tout à fait. C'est la raison pour laquelle je suis convaincu que le secteur du digital, les acteurs du digital ont un rôle tout à fait particulier dans tout ça. On ne doit pas simplement réduire notre propre empreinte carbone, mais on doit travailler pour réduire l'empreinte carbone de nos clients, c'est-à-dire des industriels, dans quelques secteurs que ce soit. Et je pense que le digital n'est pas juste une des réponses, mais c'est la réponse principale pour réduire l'empreinte carbone de tous les acteurs dans tous les secteurs. À travers la digitalisation des processus, à travers la réduction de l'empreinte carbone de leurs infrastructures IT elles-mêmes, à travers des assessments complets de l'ensemble de leurs processus métiers. Donc nous avons un rôle particulier dans le digital. Juste un chiffre. Le digital, c'est 4% des émissions de carbone dans le monde. Mais ces 4%-là ont une capacité à réduire les 96 autres pourcents de 20%. Donc il y a un effet de levier sur le reste et donc sur les secteurs industriels qui est massif. Donc ça nous oblige à faire quelque chose pour le reste des secteurs, c'est sûr. Est-ce que vous diriez juste, c'est plus à l'homme, Élie Gérard, que je m'adresse moi au PDG d'Atos, est-ce que vous diriez qu'on est en train de perdre le combat climatique? C'est ce qu'a dit Nicolas Hulot. Non, je ne dirais pas ça. Je pense qu'on ne va pas assez vite, mais quand vous regardez ce qui a été fait, pas juste depuis 5 ans, du point de vue des entreprises, depuis, je dirais, 1 an ou 1 an et demi. Et je dirais que la crise du Covid, si on doit lui trouver quelques petits points positifs, si je puis dire, je pense que ça a accéléré la prise de conscience de toutes les entreprises. Il y a très peu d'entreprises aujourd'hui qui ne se sont pas donné d'objectifs. C'est un premier pas. Des objectifs qui sont compatibles avec les accords de Paris, pour la plupart. Donc on a vraiment fait un pas. Maintenant, ce qu'il faut, c'est sortir des annonces et donner des plans extrêmement concrets. Donc je ne suis pas pessimiste. Alors, cette semaine, l'actualité en France, c'est la fin du 2e confinement. Il y en a eu 2. Comment Atos les a vécus? Et indépendamment de ça, est-ce que vous êtes content que ça se termine ou est-ce que ça a été surtout une très bonne opportunité tellement on a eu besoin d'outils digitaux? Non, je veux dire, on sera toujours content que ça se termine, évidemment. Le premier confinement, comme tout le monde, je pense, a été plus mal vécu que le second. Le second, on était un peu plus préparé. Maintenant, il est vrai que je pense de la même manière qu'il y a eu une prise de conscience dans le domaine de l'environnement, il y a eu une vraie prise de conscience dans le domaine du digital, avec une accélération dans le cloud, une accélération de tout ce qui est numérisation du poste de travail, enfin c'est des choses très très connues, une accélération aussi des protections de cybersécurité, très importante, une accélération dans tout un tas de technologies comme la blockchain par exemple, pour en reparler. Donc oui, il y a eu une accélération, mais je ne vais pas vous expliquer qu'on était très content du Covid, ça nous a permis... D'ailleurs, on a très bien résisté, je pense qu'on va faire une année autour de moins 3%, mais enfin, on a quand même eu un impact nous aussi, donc on n'a pas profité de cette crise. Élie Gérard, on va
passer à la deuxième séquence de l'entretien HEC. C'est le brief de Bain. On va savoir, avant les questions business, c'est qui êtes-vous, où allez-vous, à quoi servez-vous. C'est le brief, c'est tout de suite. Bonjour Olivier Marchal. Bonjour. Bonjour Et Edwige. bienvenue ici sur ce plateau, non plus des matins HEC, dont vous êtes un partenaire ancien comme Challenge. Vous êtes le patron à Paris de Bain. Et on compte sur vous pour faire effectivement ce premier brief de Bain sur Atos, son secteur, son défi. Merci Vincent et bonjour Élie Girard. Bonjour. Je dois dire que c'est un plaisir, mais aussi un petit peu un challenge de devoir en quelques minutes, c'est ce qui m'est attribué, essayer de dresser le tableau à la fois des marchés, mais également des défis stratégiques et des opportunités stratégiques du groupe. Alors, votre marché, Vincent l'a rappelé, c'est l'IT et la transformation digitale. Pour reprendre les termes de la raison d'être d'Atos, c'est l'espace informationnel. J'en profite d'ailleurs pour rappeler qu'Atos a été le premier groupe du CAC 40 à inscrire sa raison d'être dans ses statuts. Le métier de votre groupe, c'est donc d'aider à la fois les entreprises, mais également les grandes organisations à stocker, à traiter, à sécuriser l'information et les données. C'est également de les aider à basculer dans ce nouveau monde qu'est le digital. C'est un marché énorme, 1500 milliards de dollars au niveau mondial, car Atos est évidemment un acteur mondial sur ce marché, puisque vous opérez dans 73 pays. C'est également un marché en croissance. On s'attend à ce que ce marché atteigne 2000 milliards de dollars à l'horizon 2023. Croissance qui est évidemment portée par cette accélération des transformations digitales et de toutes les technologies qui les accompagnent. Et juste pour donner une idée de cette rapidité de changement, si on prend l'ensemble des données qui sont stockées et traitées sur la planète en 2019, c'est 40 gigabytes, si je ne me trompe pas. Et je rappelle, tout le monde a ça à l'esprit, que la définition, c'est 1000 milliards de bytes. Je me demandais. Eh bien, ce volume de data, donc stocké et traité, devrait être multiplié sous votre contrôle, Élie, par 45 ou 50 dans les 15 années qui viennent. On voit donc bien que le changement est rapide et que vous n'opérez clairement pas dans un métier où l'immobilisme ou l'attentisme sont des options. Alors, concernant le positionnement du groupe Atos et de ses défis, Vincent l'a rappelé, c'est 12 milliards de chiffre d'affaires et 110 000 employés. Atos fait donc partie du top 10 des leaders de ce marché dans le monde. J'en profite pour pousser un petit cocorico, puisque dans ce groupe du top 10, qui est dominé par des acteurs indiens, des acteurs américains, des acteurs japonais, eh bien, il n'y a que 2 Européens, et ces 2 Européens sont français, puisqu'il s'agit d'Atos et de Capgemini. Alors, quels sont les défis stratégiques très rapidement du groupe ? Le plus important en ce marché en rapide mutation, c'est sans doute de réussir sa propre transformation. C'est-à-dire depuis les métiers historiques du groupe, hérités de son passé de SS2I, vers ces marchés et ces tendances, à la fois en plus forte croissance, mais également plus rentables, la cybersécurité, le cloud et la big data. Vous en êtes donné les moyens, d'abord par des investissements très importants en R&D, 250 millions de dollars par an, des acquisitions très rapides qui vous permettent d'accélérer l'acquisition de compétences et de données, et puis une réorganisation beaucoup plus centrée client. Voilà, les progrès sont en bonne voie. Atos est aujourd'hui un des leaders européens pour le cloud et la cybersécurité. C'est également le seul constructeur européen de supercalculateurs. Et on va y revenir. Merci beaucoup Olivier Marchal, donc président de Bain et compagnie pour la France. C'est la séquence business. Vous avez un petit peu plus de 10 minutes pour nous convaincre. Alors Élie Girard,
Je vais commencer avec l'édition de la semaine de Challenge parce qu'il se trouve, ça tombe bien que nous avons notre palmarès des patrons performants qui, pour la première fois, n'a pas simplement des données économiques, mais également des données climat. Je disais que c'était pas si mal tout à l'heure. Des données d'égalité hommes-femmes. Même si avec simplement 30% de femmes dans vos effectifs, en France, c'est pas si mal compte tenu de ce qu'est la moyenne de votre secteur. Par contre, quand on regarde les critères économiques, en termes de performance, vous arrivez au 27e rang. Et surtout, je vois un critère sur lequel, celui de la rentabilité économique, vous êtes avec 5 points de moins que la moyenne de vos concurrents. Je ne parle pas de LVMH ou des entreprises performantes. Alors, quand on regarde ça, vous êtes, chez Atos depuis longtemps. Bien entendu, ça prend les années de 2017 à 2019, donc c'était la gestion Thierry Breton, mais vous étiez là aussi, en fait. Comment expliquer ce retard quand même important en termes de rentabilité de Atos par rapport aux autres entreprises du numérique? Oui, il y a plusieurs explications qui sont tout à fait simples. D'abord, Atos s'est construit par une succession d'acquisitions. Donc on était encore pas très gros il y a assez peu de temps. Donc il a fallu progresser sur sa marge. Il y a 10 ans, la société avait une marge quasi nulle. Hein. Donc on part de très très loin. Si vous aviez mis comme indicateur le plus fort progrès de profitabilité, on aurait été, je pense, dans les tout premiers. Ensuite, sur la structure du business, nous ne sommes pas une société de consulting. Nos amis de Bain sont dans le consulting, d'autres que vous avez cités sont dans le consulting. Nous sommes dans vraiment la mise en œuvre. Nous sommes vraiment dans ce qu'on appelle l'implémentation, c'est-à-dire l'architecture des systèmes digitaux, la mise en place des systèmes digitaux, dans la digitalisation des process, dans la transformation digitale des entreprises. Nous migrons les applications dans le cloud. Et donc, ce sont des activités qui en général sont légèrement moins margées que le conseil. Donc, il y a tout un tas de raisons de ce type-là. Mais j'insiste sur le fait que la progression a probablement été la plus forte du secteur sur ces 10 dernières années. Alors en revanche, Elie Girard, vous êtes numéro 1 dans le classement des indices de développement durable du Dow Jones. Bon voilà, c'est pas Challenge, mais c'est quand même le Dow Jones pour les services informatiques. Juste une question, la décarbonation, c'est un point très important pour votre business. Ça représente combien aujourd'hui? Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a un déclic chez vos clients? Ou alors on reste un peu dans la com? Ah non, il y a un déclic, plus qu'un déclic chez nos clients. Aujourd'hui, c'est sans doute l'argument qui porte le plus. Aujourd'hui, on part d'un business qui est encore relativement petit, mais on pense atteindre en 2024-2025 plus d'un demi-milliard, partant de très peu aujourd'hui. Donc c'est très significatif. Et aujourd'hui, quand on part dans nos rendez-vous avec les clients, dans nos conversations avec nos clients, c'est le sujet qui arrive en numéro 1. Mais je voudrais ajouter qu'il n'y a pas que les clients. C'est aussi le sujet qui arrive en numéro 1 chez nos recrutements. Puisqu'on est au Challenge HEC, c'est devenu le critère numéro 1 de recrutement aujourd'hui. Allez-y, que, ben voilà, donc j'en profite. Non, mais c'est très intéressant parce que il est tout à fait commun maintenant que dans les entretiens de recrutement, on passe nous-mêmes à la question. C'est-à-dire on n'est plus seulement dans un entretien unidirectionnel, on nous passe à la question pour savoir exactement qu'est-ce qu'on fait en décarbonation. Et on ne peut pas s'en sortir avec des formules toutes faites et des objectifs. Vous avez une certaine habileté, effectivement, à saisir des tendances. Bravo pour la décarbonation. Il y a quelques années, vous aviez saisi également le ras-le-bol, en fait, des salariés français sur la gestion de ces milliers d'emails qui arrivent dans nos boîtes. Et puis, on n'en a plus entendu parler. Est-ce que Atos a réussi effectivement à vivre sans email ou est-ce que ça a été plus compliqué que Thierry Breton l'évoquait à ce moment-là? Non, je pense que Thierry Breton a une vraie vision à ce moment-là. Et je pense que le Covid ne fait que matérialiser, accélérer encore ça. C'est-à-dire que le nombre d'emails a très fortement décru et les autres outils de collaboration ont explosé. Encore une fois, je pense que pendant la crise du Covid, on a beaucoup plus utilisé des moyens de communication qu'on utilisait relativement peu, pour certains jusqu'à présent, plutôt que multiplier les emails. Mais comment on interpelle Elie Girard chez Atos?
Soit on m'appelle, soit on m'envoie un message sur notre chat interne, notre outil qui s'appelle Circuit interne, soit si on est sur d'autres outils comme sur Teams ou voilà. Donc on utilise toute la palette d'outils en fonction de si c'est externe, interne. Mais voilà. On est complètement, on utilise tous les canaux. Le mail étant très honnêtement le dernier recours. D'accord, on a compris le message en tous les cas. Vous n'êtes pas sûr que ce soit le cas pour tout le monde. Vous venez de mettre 2 milliards sur la table, c'est quand même une somme importante au regard d'Atos, pour vous renforcer dans le cloud en lançant OneCloud, une sorte de, pour faire simple, de guichet unique en fait qui permet aux entreprises de rentrer par OneCloud. Est-ce que c'est vraiment le cloud, c'est encore le défi d'aujourd'hui ? Oui. Oui. C'est le défi d'aujourd'hui parce que je vous dis. En plus, vous associez avec Google. Expliquez-nous l'enjeu justement de ces 2 milliards. Aujourd'hui, en fait, ce qui a été fait dans la migration, vous avez tout à fait raison de dire que le cloud, c'est pas un mot nouveau. Ça fait plus de 10, 12, 15 ans. J'ai l'impression que tout le monde a son cloud. Tout à fait. En fait, non. Quand vous regardez vraiment les masses, ce qui a été fait depuis le début a été parcellaire. C'est-à-dire, la plupart des entreprises ont commencé à passer dans le cloud une partie de leurs données, mais seulement une partie. La deuxième chose, c'est que ce qui a été transféré dans le cloud, c'est uniquement les applications les plus simples, les applications fonctionnelles, celles qu'on utilise tous les jours, de bureautique, etc., ou le mail. Aujourd'hui, ce qui est devant nous, c'est une migration totale dans le cloud, ce qui a une valeur. C'est-à-dire, si vous êtes intégralement dans le cloud, vous allez avoir des synergies énormes, y compris en termes d'utilisation, pas simplement de coûts. Et la deuxième chose, c'est que on va migrer dans le cloud les applications qu'on appelle critiques, c'est-à-dire celles pour lesquelles, si elles ont un problème, votre business s'arrête. Donc c'est vraiment les applications qui aujourd'hui n'ont pas été migrées dans le cloud. Aujourd'hui, au moment où on se parle, quand vous regardez tout ce qui est dans le cloud, vous avez moins de 10% des applications qui sont des applications critiques. Donc c'est toutes les choses simples qui ont été. En 2024, vous aurez 30% de ce qui sera dans le cloud qui sera fait d'applications critiques. Donc, vous en avez beaucoup plus devant nous que derrière. Élie Gérard, un autre défi pour les prochains mois de Atos, c'est le quantique. Alors, pardonnez-moi, je ne suis pas ingénieur, je ne vois pas en quoi c'est un sujet aussi important et en quoi votre Q-score, qui est, paraît-il, le moyen de déceler la partie quantique sur différents projets, est un outil qui va être révolutionnaire. Alors, d'abord, le quantique, c'est absolument majeur parce que c'est le prolongement de nous-mêmes. C'est le prolongement de l'informatique, c'est le prolongement de ce qu'on appelle l'informatique classique par opposition à l'informatique quantique. Sans entrer dans les détails, ça va permettre de multiplier les capacités de calcul de façon exponentielle, qui est un mot très galvaudé, mais là c'est vrai, de façon réellement exponentielle. Le Q-score, c'est quoi ? C'est une unité de mesure que nous avons bâtie chez Atos pour aider nos clients, toujours dans ce même positionnement, qui est d'essayer de pouvoir comprendre dans ce maquis de technologies, d'essayer de leur faire comprendre quelles sont les technologies les plus performantes dans le domaine du quantique. Donc c'est une unité de mesure qui va... Vous pouvez nous donner un exemple, je ne sais pas, si je fabrique des yaourts ou si je fabrique, je ne sais pas, une voiture, qu'est-ce que l'informatique quantique va nous donner ? Je vais vous donner un exemple que j'aime beaucoup parce qu'il est au confluent de plusieurs sujets dont on a parlé, qui est un sujet sur lequel on travaille avec Total. Total a le souhait, avec nous, de capturer le CO2 dans l'atmosphère. Pour capturer le CO2 dans l'atmosphère, une des techniques, c'est d'utiliser ce qu'on appelle l'adsorption avec un D. Et c'est en fait d'utiliser des molécules qui ont plus de 50 atomes, ça veut dire donc beaucoup plus d'électrons, donc ils sont très compliqués, pour pouvoir fixer le CO2. C'est tellement compliqué que, ça peut vous paraître bizarre, mais même les plus grosses machines aujourd'hui, les plus gros calculateurs n'arrivent pas à les simuler, parce qu'il y a trop de dimensions, il y a trop de paramètres, trop de variables. Donc vous avez besoin du quantique. Donc Total, pour pouvoir travailler là-dessus, a besoin d'informatique quantique. D'accord. Alors, il y a quelques années, c'était, je crois, en 2017, vous avez pris la décision de vous séparer de ce qui est devenu Worldline, qui, avec une acquisition qu'ils ont fait de Gemalto, a fait une... Ingenico, pardonnez-moi, a fait vraiment un succès phénoménal en bourse. Est-ce que vous ne regrettez pas d'avoir abandonné en fait cette partie du business qui semble se développer très vite et être surtout très rentable, numéro 5 de notre classement des patrons performants ?
Pas du tout. La raison pour laquelle nous sommes des industriels. Nous ne spéculons pas en bourse sur la valeur des actifs. Si on s'est séparé de Worldline, c'est que nos business, nos activités divergeaient entre l'activité de paiement et l'activité donc qui est celle de Worldline Ingenico et l'activité de transformation digitale, une divergence totale aujourd'hui. Les synergies n'existaient plus. Donc c'était parfaitement normal. La deuxième raison, c'est que ça a permis aussi à Worldline de prendre son indépendance, de faire ses propres acquisitions avec sa propre monnaie, c'est-à-dire son titre, qui lui a permis en particulier de racheter Ingenico. Donc pour moi, c'est une formidable histoire de succès, de création de deux champions, chacun dans son domaine. Vous avez multiplié les acquisitions. On va revenir, vous allez voir, parce qu'il y a des questions des jeunes, des étudiants d'HEC, des questions d'anciens HEC comme vous. Donc vous inquiétez pas, on va parler de cybersécurité, on va parler encore de l'informatique quantique, si cher à Vincent Beaufils. Peut-être juste un point, vous avez multiplié les acquisitions depuis l'origine d'Atos, ce qui a fait Atos, mais tout récemment. Le Atos post-Covid, il sera très différent de le Atos avant le Covid et la crise sanitaire ? Oui, mais pas tant du fait du Covid que du fait de la transformation que notre ami de Bain rappelait tout à l'heure, que nous avons engagée, qui consiste à être organisé par secteur d'activité de nos clients et plus par métier. C'est-à-dire on passe de la vision ingénieur, c'est-à-dire organisé par métier, une vision très client, très orientée client, et aussi par la politique d'acquisition que vous mentionniez. C'est-à-dire une politique d'acquisition qui consiste, on a fait 10 acquisitions depuis le début de l'année, de sociétés de taille moyenne, mais qui ont permis de renforcer très fortement un certain nombre de compétences, notamment dans la cybersécurité. BFM Business et Challenge présentent l'entretien HEC. Edwige Chevrillon et Vincent Beaufils. Bienvenue de nouveau dans cet entretien HEC en compagnie donc de Élie Girard avec BFM et Challenge. Et on va passer à une séquence totalement nouvelle. On a fait une forme de micro-trottoir. On ne devrait pas dire micro-trottoir à HEC parce que le campus est ce qu'il est. On va faire micro-gazon avec Arthur Imovici qui est allé demander à tous les étudiants qu'il a rencontrés ce jour-là ce qu'ils pensaient d'Atos. Accrochez-vous, vous allez voir. Comment tu t'appelles? Tanguy. Andrea. Francesco. Camille. Barthélemy. Bon, si tu devais créer une entreprise et lui donner le nom d'un des trois mousquetaires, tu prendrais lequel? Porthos. D'Artagnan. Pourquoi pas Athos? Athos, ça fait trop énergie, je trouve. C'est une question piège, ça. Qui parmi vous connaît une entreprise nommée Atos? Est-ce que tu connais une entreprise qui s'appelle Atos? Non, enfin je crois pas, ça me dit rien là comme ça. Atos? J'en ai aucune idée. Alors tu connais une entreprise qui s'appelle Atos? Oui, il semble, mais je ne me souviens plus laquelle. Ouais. Oui, c'est du conseil en technologie, c'est ça? Il me semble que c'est une entreprise d'innovation technologique qui traite plus particulièrement de big data et de cybersécurité. Après, je sais aussi que c'était les partenaires officiels des Jeux Olympiques. Et si je vous dis qu'il s'agit d'une entreprise présente dans le domaine de la transformation digitale, ça vous dit quelque chose? Rien du tout. Tu as quand même une idée de ce qu'elle fait, cette entreprise? Je pense que oui. J'imagine qu'ils créent des solutions digitales pour rendre leurs clients plus performants. Je suppose tout ce qui est benchmark, business plan, donc du conseil aux entreprises factuellement, en termes de transformation digitale peut-être, d'innovation technologique qu'ils peuvent apporter à leurs clients. Je sais qu'ils sont dans le conseil en IT, donc ils travaillent sur cloud et big data et cyber security. Je vais te citer un truc qui est sur leur site internet. Et tu vas me dire ce que ça t'évoque. Nous sommes convaincus que les technologies digitales peuvent façonner un monde plus juste et ouvert et ainsi contribuer à la protection de notre environnement pour les générations futures. Tu trouves ça convaincant ou pas? Oui, non, il y a beaucoup de, pardonnez-moi du terme, bullshit, j'imagine, dans la phrase sur l'ouverture du monde, etc. Sûrement, évidemment, que la technologie et la digitalisation connectent le monde.
Pour ce qui est de la protection de l'environnement, j'ai un peu plus de doutes parce que plus on utilise, comme tout le monde sait, plus on utilise de data, finalement plus c'est polluant, donc c'est un petit peu hypocrite de dire ça. Clairement, l'activité des entreprises est la cause d'une grande partie des problèmes dont on parle là. Après, est-ce que moi je suis plutôt de ceux qui pensent que c'est par la voie du gouvernement et des régulations qu'on va pouvoir pousser les entreprises à avoir justement une attitude plus responsable. Je pense que leur expertise digitale peut contribuer à la lutte contre le dérèglement climatique et au développement durable. Ça permet d'optimiser les chaînes de production, de mieux contrôler leur fonctionnement, de réduire les déchets et de faire des économies d'énergie. Le rôle du digital est primordial pour permettre ces transformations. Les transformations et innovations digitales peuvent aider à réduire les coûts liés au développement durable. Et alors si je te dis qu'en ce moment, il y a des scientifiques d'Atos qui travaillent dans une mission qui vise à éviter une collision entre la Terre et une météorite, est-ce que ça te surprend ? Alors, ça me surprend, mais je suis content aussi de savoir qu'il y a des gens qui travaillent pour éviter ce genre de situation. Ça me fait penser à un sketch. Moi, je trouve ça intéressant. Je pense qu'il faut faire des recherches dessus. Est-ce que si quelqu'un vient te voir en soirée et te dit « Salut, je travaille chez Atos », c'est cool ou moyen ? Déjà, si quelqu'un vient me voir en soirée en me disant « Je travaille chez Atos », je serais de qu'est-ce que je fais dans cette soirée ? Je ne sais pas pourquoi je suis avec des personnes qui sont dans la vie active. Digital, météorite, traitement de données, je crois que t'es bien là. Bah écoute, je vais faire des recherches, puis ça m'intéresse, donc dès que j'ai un peu de temps, je vais regarder un peu Atos. Si tu avais une question pour Élie Girard, je pense que je lui demanderais ça serait quoi le plus grand challenge pour lui, ce qui lui ferait, je pense, qui lui fait un peu peur maintenant d'être à la tête d'Atos, parce que je pense que c'est une responsabilité énorme et que il doit sûrement être à la hauteur, mais c'est quoi qui fait peur quand on est dans des positions comme ça ? Élie Girard, c'est quoi qui fait peur ? Bon, bullshit. C'est votre raison d'être, elle est un peu compliquée. Bon, comment vous réagissez lorsque vous voyez... Non, surtout la première partie, plus sérieusement, vous avez un manque de notoriété peut-être ? Oui, qui est une part seulement et classique, puisqu'on est dans ce qu'on appelle le B2B. C'est-à-dire nous, on travaille, on fait pas de publicité grand public. Donc en général, on a un déficit de notoriété entre le B2B et le B2C, comme on dit. Mais je prends une part de tout ça. Je sais qu'on a un déficit de notoriété qu'il faut qu'on comble. Manifestement, c'est mon plus gros challenge d'arriver à être connu de l'ensemble des HEC. Élie Girard, quand on entend une jeune étudiante qui dit ouais, c'est un peu de la communication bullshit, ça vous fait mal ? Bon, attendez, je pense qu'il y a un petit effet de décalage, si je puis me permettre, quand vous prenez la raison d'être d'une société qui est quelque chose de très global, de très profond, très aspirationnel. Et puis vous allez dans un couloir d'HEC, vous tendez un micro et vous citez, c'est un peu fabriqué pour avoir cette réponse. Bien joué Arthur. Allez, tout de suite, la dernière partie, Élie Girard, vous êtes sauvé par le gong. Dernière partie, c'est des questions qui vous sont posées par des alumni d'HEC, des anciens d'HEC. 7 questions et vous allez pouvoir y répondre. Première question, François Doux, on écoute. Bonjour Élie Girard, vous avez pris la suite il y a quelques mois de Thierry Breton. Que vous a-t-il dit au moment de la passation de pouvoir ? Alors ? On s'était dit tellement de choses pendant tant d'années qu'il n'y a pas eu besoin de ce moment. Ce n'est pas du tout une passation de pouvoir qu'on peut imaginer dans d'autres cercles plus politiques. J'ai travaillé avec lui pendant de très nombreuses années, donc voilà, le dialogue était clair depuis très longtemps. Une petite pointe d'émotion quand même. Deuxième question de Marc Triboulet. Monsieur Girard, bonjour. Je suis Marc Triboulet, membre d'HEC Gouvernance et Cyber Security Advisor pour Devoteam. Voici ma question. Face aux attaques informatiques incessantes, la cybersécurité est au cœur des préoccupations de beaucoup d'élus et de dirigeants. Il est de nouveau question de souveraineté numérique. Quelle est votre position sur ce sujet ? Merci. Alors, je pense que c'est un sujet majeur qui, là aussi, fait partie des sujets, on n'en a pas parlé jusqu'à présent, qui a été fortement renforcé par le Covid. Monter du protectionnisme, repli sur soi, etc. Et donc monter la souveraineté numérique et monter de l'indépendance technologique. C'est-à-dire qui me paraît encore plus importante, c'est-à-dire cette idée qu'on ne doit pas être prisonnier d'un seul
fournisseur ou partenaire digital. On ne peut pas avoir ces données dans un seul cloud. Ça va bien au-delà de la souveraineté elle-même. C'est-à-dire qu'on a peur des hyperscalers, c'est-à-dire des gros fournisseurs de cloud américains, on en parle toujours. Mais nos clients américains, pour donner un cas tout à fait à l'extrême opposé, nos grands clients industriels américains ne veulent pas être uniquement dans les mains d'un grand cloud américain. Ils veulent être dans plusieurs, d'où les stratégies qu'on appelle multi-cloud. Donc en fait, bien au-delà de la souveraineté technologique, il y a l'indépendance technologique qui n'est pas qu'un sujet européen. Autre question, celle de Gabriel Guérini. Justement, on va parler du quantique, de l'importance du quantique et du supercalculateur. On l'écoute. Bonjour, je suis Gabrielle Guérini, promotion MBA 2010. Je suis directrice marketing et communication chez Eva Group, cabinet de conseil leader en cybersécurité et performance des systèmes d'information. Monsieur Girard, ma question pour vous aujourd'hui. Atos vient d'annoncer Q-Score, première métrique universelle capable de mesurer la performance quantique. Pouvez-vous nous en dire plus sur les applications ? Alors, Q-Score, c'est, comme je l'indiquais tout à l'heure, c'est un outil de mesure pour mesurer la vraie performance quantique. Aujourd'hui, en quelques mots, vous avez tous les matins des annonces de tout un tas d'acteurs qui sont formidables, qui travaillent dans le quantique, dans le monde, sur le nombre de qubits, c'est-à-dire des processeurs quantiques qu'ils ont réussi à produire. Mais c'est une vision très quantitative des choses. On ne nous dit pas à quoi ça sert. Ce qu'on a fait, nous, c'est on a pris un problème de combinatoire, un problème d'optimisation, très simple, très classique, je ne rentre pas dans les détails, et on demande à tous les constructeurs de qubits, c'est-à-dire de processeurs quantiques, de faire tourner ce petit problème d'optimisation et de voir le score qu'ils obtiennent, de façon à ce qu'on puisse les mesurer, les étalonner les uns par rapport aux autres et dire au monde entier, et en particulier à nos clients industriels, voici celui qui est le mieux à même de produire une machine quantique ou mieux à même de processer vos calculs quantiques. C'est ça le Q-Score, et c'est la seule unité de mesure au monde aujourd'hui. Juste une petite question sur votre supercalculateur que vous avez lancé en Allemagne. Oui. Je crois qu'il a un nombre de calculs par seconde, je vous laisse le dire. Mais surtout intéressant, c'est que vous m'aviez expliqué lorsque vous étiez venu me voir dans un journal sur BFM Business que ça avait aidé à la mise au point des vaccins. Oui, tout à fait. Donc ça permet, juste pour répondre à votre première question, c'est ce qu'on appelle, nous sommes dans l'ère du pétaflop, c'est-à-dire du million, pétaflop, je ne sais pas où qui l'a inventé, du million de milliards d'opérations par seconde. D'ici un an, on sera dans l'hexaflop, milliards de milliards d'opérations par seconde. Oui, en effet, on a utilisé nos supercalculateurs pour travailler sur la confection des vaccins, parce qu'on a besoin de simulation. Simulation dans tous les domaines, dans la météorologie. On parlait météoroïdes tout à l'heure dans le petit reportage. On en a besoin pour évidemment la confection des vaccins. Mais on a aussi besoin des supercalculateurs pour la production. Donc c'est à ces deux niveaux de la chaîne qu'on est intervenu avec plusieurs acteurs. Alors, cher Élie Girard, je pense que la prochaine question, Edwige et moi, on aurait été contents de vous la poser, mais on va laisser quelqu'un d'autre. Voilà, on s'est sacrifié difficilement. C'est insoutenable. Louis Boisgibaud, MBA HEC 1990, expert énergie, climat, gouvernance. Monsieur Élie Girard, Atos accueille dans son conseil d'administration Édouard Philippe, l'ancien Premier ministre de la France. Je voulais savoir si c'était une nouvelle mode d'avoir des hommes politiques dans les conseils d'administration et si cela était déterminant pour la bonne gouvernance de votre entreprise. Merci. Alors d'abord, Édouard Philippe n'a pas été qu'un homme politique. Il a eu une vie avant ça, il a travaillé dans l'entreprise, il a travaillé comme avocat, et donc il a une expérience multiforme qui apporte une très grande expérience au conseil d'administration. Voilà, et pour le reste, il a passé les étapes de déontologie de la haute autorité pour la transparence de la vie publique. Oui, mais de votre côté, comment s'est fait la rencontre avec Édouard Philippe ? Elle n'était pas dans votre univers connu, même si effectivement il a un peu bossé chez Areva, directeur de la communication. Ça n'a pas été non plus un grand patron d'unité, etc. Il a été un homme politique qui connaît le milieu de l'entreprise. Ça n'est pas si répandu. Je peux vous dire qu'il le connaît très bien. Pour avoir été dans quelques conseils d'administration avec lui ces derniers temps.
La rencontre s'est faite, je ne pense pas que ça soit d'intérêt de grand monde, enfin si peut-être comme ça, mais ça n'apporte pas grand-chose. C'est fait par une personne qu'on connaît tous les deux, voilà, qui nous a permis de nous rencontrer et voilà. Est-ce que, juste quand même, ce qu'on peut se poser comme question, c'est, il y a Nicolas Sarkozy chez Accor, qui est un groupe où il y a des prédateurs autour, un capital qui n'est pas verrouillé. Atos a certes Siemens dans son capital, mais à la limite, votre groupe, il pourrait très bien être opérable. Est-ce que c'est une pilule empoisonnée, Édouard Philippe? Parce que quand même, si on a un Premier ministre, qui est un ancien Premier ministre, qui est dans une entreprise, on fait peut-être plus attention. Ça n'a pas du tout été la motivation pour qu'il entre au Conseil. Je me permets d'ajouter qu'il a été élu par l'Assemblée générale, je ne peux dire de bêtises, mais je crois que c'est à 99,98% des voix, sachant que nos actionnaires, hors Siemens, viennent de toutes les régions du monde. On le sait, c'est un homme très populaire. Et non, je ne vous parle pas de la France. Je vous parle de notre base d'actionnaires, avec beaucoup d'actionnaires de fonds américains. Si les fonds américains qui sont à notre capital avaient vu Édouard Philippe, comme vous dites, comme une pilule empoisonnée, je ne suis pas sûr qu'ils auraient voté pour lui. Oublions Édouard Philippe une seconde, mais oui. dans la question d'Edwige, il y avait cette idée que Atos pouvait être effectivement une proie, alors qu'on a l'habitude plutôt que vous rachetiez. Et ça a été évoqué récemment au moment où Orange s'est retrouvé avec 2 milliards de cash qui venaient effectivement d'une transaction avec l'État. Et il y a eu différents commentateurs qui ont dit, mais voilà une bonne acquisition pour Orange, c'est d'aller effectivement vers Atos, parce que vous avez les mêmes intérêts en cybersécurité, par exemple. Alors certes, vous valez 8 milliards, c'est un peu plus que 2 milliards, mais est-ce que c'est quelque chose qui est totalement dans la gamberge d'un analyste, ou est-ce que ça peut avoir du sens? C'était même un syndicaliste d'Orange, de la CFE-CGC. Ça a été démenti immédiatement. Non, mais indépendamment de ça, dans la mécanique, dans la mécanique de pensée. Je ne peux pas ignorer le fait que ça a été démenti. J'ai vraiment pas envie de rentrer dans le détail des opérations. J'ai ouvert des grands yeux, et puis il y a le démenti qui est arrivé, donc j'ai pas eu le temps de vraiment avoir une réaction de long terme sur le sujet. Après, on parle d'un acteur dont l'essentiel du business est B2C, le Orange qu'on connaît tous, avec une activité. Le B2B est très important aussi. Oui, c'est un des grands enjeux pour les opérateurs télécoms. Il est très minoritaire, en tout cas. Voilà, mais bon. Ça me paraît Allez, pas... on passe à la prochaine question. Vous allez voir, décidément, il y a des questions qui reviennent un petit peu. Vincent Baudouin. Bonjour Élie, Vincent Baudouin, société FPA à Bruxelles. Ma question est relative au grand projet, grand programme qui permettrait à Atos de devenir un leader mondial sectoriel. Je pense notamment au plan quantique. L'année passée, Édouard Philippe, Premier ministre, avait initié un rapport débattu à l'Assemblée nationale. Ce rapport a donné lieu à des propositions macroéconomiques. Il a été doté d'un budget de 1,3 milliard d'euros. Édouard Philippe est devenu président du conseil d'administration de Atos. Et le président de la République devait en novembre dernier, il y a quelques jours, faire des propositions devant le grand public. Dans les conditions actuelles, pouvez-vous nous dire de quoi il s'agit? Qu'est-ce que sont ces supercalculateurs? Quel serait le rôle de Atos? Vous qui aimez bien communiquer sur le sujet du quantique dans les réseaux sociaux. Merci. Et voilà, et vous avez 30 secondes pour répondre. Voilà, vous voyez qu'il n'y a pas que nous qui sommes obsédés par Édouard Philippe. Mais soyons obsédés par le quantique, ça sera beaucoup mieux. Je pense qu'on a mélangé plusieurs choses entre le quantique et supercalculateur et l'intelligence artificielle. Si je veux considérer que la question est sur le quantique, c'est un grand motif de satisfaction pour moi qu'à la fois au niveau européen et au niveau français et au niveau allemand également, dans plusieurs États, il y ait une compréhension de ce que le quantique est et va devenir pour l'Europe. C'est une énorme chance pour l'Europe qui a compris cet enjeu tout de suite, qui a investir. J'ai cru comprendre que le président de la République allait annoncer un plan dans le domaine du quantique bientôt, qui a dû, parce que j'ai compris, un petit être décalé à cause de l'actualité. Mais c'est une formidable nouvelle d'avoir pris tout de suite ce sujet avec, encore une fois, si je très immodestement, un grand champion européen, leader dans le quantique, qui est Atos. Une nouvelle question sur les nuages, le cloud.
Bonjour Monsieur Girard, je suis Corinne Fernandez, HEC 84. J'anime la practice technologie chez Progress, leader dans l'executive search. J'ai travaillé il y a une vingtaine d'années chez Atos et je suis toujours avec intérêt l'évolution de ce groupe qui m'est cher. Vous avez fait d'Atos un leader en matière de cloud face à des géants comme Google, Amazon, Microsoft. Je voulais comprendre quelle place Atos pouvait occuper sur ce marché. Est-ce qu'il est encore raisonnable de songer à un cloud souverain, à un cloud européen? Si oui, avec quelles alliances? Et une autre question, je dirais, dans cet ensemble de questions, IBM m'a surprise en scindant ses activités, en spin-offant ses activités d'infrastructure du reste de ses activités de service. Ils se veulent également un grand nom du cloud. Est-ce que que pensez-vous de cette stratégie? Est-ce que vous envisagez de faire quelque chose de similaire? Non, on ne va pas faire quelque chose de Question longue, similaire. réponse courte. Donc la réponse est non, on ne va pas faire quelque chose de similaire à IBM, c'est sûr. Sur la première partie de la question, qui je crois est la plus importante, nous travaillons avec tous les hyperscalers, c'est-à-dire les grands fournisseurs de cloud, quelle que soit leur origine. Ce qui est important pour nous, encore une fois, c'est de respecter les règles et les politiques de la région dans laquelle on opère. Donc si c'est l'Europe, nous nous assurons que vis-à-vis de nos clients, quand on amène des capacités technologiques qui viennent de notre continent, notamment de hyperscalers américains, que les règles de portabilité, d'interopérabilité, de sécurité, de cybersécurité soient respectées. Dernière question avant d'arriver à la conclusion de cet entretien HEC. On écoute. Bonjour, je suis Monique Huette, HEC 80, administratrice indépendante. Monsieur Girard, Atos a été l'une des toutes premières sociétés, la première peut-être, à se doter d'une raison d'être, contribuer à façonner l'espace informationnel. Et dans l'énoncé plus détaillé de cette raison d'être, il y a le développement de la connaissance, de l'éducation et de la recherche dans une approche multiculturelle. Alors en matière de recherche, parmi tous les projets d'Atos, lequel voudriez-vous nous citer comme le plus surprenant peut-être ou le plus ambitieux? Et j'aurais la même question pour l'approche multiculturelle. Pourquoi est-ce important pour vous et quelle est la meilleure illustration que vous auriez envie de nous donner? Bien, c'est une très très bonne question. Oui, très belle question. D'abord, merci d'avoir insisté sur le caractère, sur l'aspect R&D, recherche, y compris parfois très proche de la recherche académique, recherche fondamentale chez Atos, c'est aussi notre raison d'être, notre ADN. Je ne vais pas reciter le quantique, mais je vais peut-être citer une partie du quantique qui est la cryptographie quantique. C'est-à-dire que de la même manière qu'on travaille sur le développement du quantique, même pour des raisons ne serait-ce qu'éthiques, quand on se demande à quoi le quantique peut servir, on doit travailler, une entreprise comme Atos, si elle veut travailler selon des standards dits d'éthique, doit travailler sur la cryptographie qui va permettre de résister au quantique. Parce que le quantique va casser les codes classiques. Donc ça, c'est très important. Sur l'aspect multiculturel, que ce soit en termes de genre, de diversité de genre, hommes-femmes, de diversité multiculturelle, c'est quelque chose qui est évident pour nous chez Atos. On travaille, vous le rappeliez, dans 73 pays. Si on n'a pas une population dans l'entreprise qui reflète la population du monde, on rate quelque chose. Et en particulier en termes de créativité et d'innovation, on rate quelque chose. On arrive, cher Élie Girard, au terme de cette heure passée ensemble avec une ultime séquence avec Frédéric Jousset, le président des alumni HEC. Bonjour Frédéric. Et donc, bienvenue pour terminer avec nous ce premier entretien. Et je dois dire que Frédéric a beaucoup œuvré pour cette idée avec nos amis de BFM Business. Et on est très content de voir cette première heure passée ensemble. Et c'est lui qui va vous poser, en fait, la dernière question au nom de toute la communauté HEC. Grosse responsabilité. Mais avant la question, il y a deux choses que j'ai envie de dire. C'est d'abord... Merci d'avoir été le premier invité de cette première édition des entretiens HEC BFM Challenge. Et bravo pour votre parcours exceptionnel. Vous avez pris la tête d'une entreprise du CAC 40 à 41 ans.
et puis votre parcours à la tête de cette entreprise avec les nombreux challenges qui ont été cités dans l'émission. Et ce combat que vous menez pour Atos, on l'a compris, c'est aussi un combat pour la souveraineté numérique européenne, pour une autonomie et pour ne pas devenir une colonie américaine, peut-être demain chinoise. Et donc on a envie de vous aider dans ce combat, dans cette bataille de la préférence. Il y a quelque chose qui est très important. Atos est une entreprise de service. L'essentiel, c'est le capital humain. Et on a vu, le micro-trottoir était un petit peu difficile en tant que président de la communauté HSE. Est-ce qu'il n'y a pas un déficit d'incarnation, fondamentalement, par rapport à Accenture qui a pris Tiger Woods, par rapport à Tesla qui a fait rêver en envoyant sa voiture dans l'espace? Est-ce qu'il n'y a pas un grand coup de poker à jouer pour installer définitivement Atos comme un champion numérique incarné? Oui, je suis évidemment tout à fait d'accord avec ça, mais je pense que le quantique a cette puissance-là. Ça va prendre encore quelques temps, mais je pense que quand on va vraiment voir les premières applications, qui à mon avis ne vont pas tarder, les premières applications du quantique, je pense que le quantique a cette puissance aspirationnelle des exemples que vous avez cités. La transition dans le cloud, qui n'est plus une transition dans le cloud, c'est une bascule dans le cloud, a aussi cette dimension-là, je le pense. Et sans doute le troisième élément que je dirais, on en a beaucoup parlé, c'est les logiques de décarbonation. Cette logique qui consiste à bien comprendre que le digital, c'est la seule solution qui va vraiment nous permettre d'atteindre les objectifs des accords de Paris. Et on a été les seuls, nous sommes les seuls aujourd'hui chez Atos à avoir créé une ligne de business, avec un PNL, vous connaissez bien ça chez HEC, un PNL de décarbonation. Donc j'ai un patron de la décarbonation chez moi, j'ai des gens qui ont des objectifs pour s'assurer qu'ils vont décarboner nos clients. Je m'engage maintenant, nous nous engageons auprès de nos clients sur la décarbonation, sur la réduction de leur empreinte carbone. Je paye la compensation si je n'arrive pas, la compensation du carbone, si je n'arrive pas aux objectifs sur lesquels je me suis engagé. Donc voilà, ces trois grands sujets qui me paraissent encore une fois de la dimension aspirationnelle que vous appelez de vos voeux et que j'appelle aussi de mes voeux. Parfait, merci beaucoup. J'en profite pour souhaiter une très bonne année à tous les auditeurs qui nous ont regardés et nous donner rendez-vous pour notre prochain invité, Jean-Jacques Ayagon, ancien ministre de la Culture, directeur général de la Fondation Pinault, à l'occasion de son ouverture en janvier. Merci. Voilà, on arrive au terme de cette émission. L'entretien d'HEC. Merci Élie Girard d'avoir été avec nous. Vincent, nous on se retrouve dans un mois. Le mois prochain. L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business.